Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec les cabinets Convivencia et Inquest, représentés respectivement par Victor Grèze et Denis Poitret. Donc merci à vous deux de porter cette rencontre du vendredi 15 sur le sujet de l'inclusion, de l'entreprise inclusive, avec un peu comme axe la capacité à définir des règles, de bien travailler ensemble avec des gens différents et en plus avec des gens qu'on n'a pas choisis, avec qui on n'a pas choisi de travailler. Et donc, dans le contexte de différence, ben, voilà, un peu comment l'alchimie que ça sous-entend dans le contexte qui est le nôtre. Donc, voilà, un sujet large qu'on va adressé ce matin. Donc, merci à vous donc de porter le sujet. Merci donc à nos trois intervenants qui vont faire des retours d'expérience sur la réalité un peu du sujet. Donc, Nathalie Pinto, vous êtes DRH de APF France Handicap, donc 15 000 salariés. Et à la fois, vous êtes une structure qui agit, sa raison d'être, c'est le handicap et l'accompagnement du handicap, mais également vous êtes employeur, et donc ça sera intéressant de vous entendre sur ce double registre, et avec la différence et la singularité que sous-entend le handicap. Frédéric Ruiz, donc tu es président de la CFE-CGC RATP. Oui. Et voilà, donc tu vas... Là, la RATP qui a fait il y a quelques années, quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça encore, la une, un écho médiatique sur l'entrisme religieux qu'il pouvait y avoir dans une entreprise comme la RATP, etc. Tu nous parleras d'où on en est actuellement, et pas simplement, parce que le sujet de ce matin, c'est pas simplement parler des faits religieux, des convictions religieuses, loin de là, la notion de diversité et d'inclusion va bien plus large, balaye bien plus large que la notion de religieux, de croyance. Sébastien Chauvin, tu es donc délégué syndical CFDT chez Decathlon. Et donc, tu vas nous expliquer également comment ta perception des choses en tant que délégué syndical, comment tu vois un peu les choses. Voilà, donc merci à vous de la participation dans le chat. N'hésitez pas à rebondir, intervenir, questionner, sachant qu'on prendra au maximum en compte ce qui s'y passe dans le chat. Et donc, on va séquencer cette matinée, cette 1h30 en deux phases. La première où nos intervenantes et intervenants vont poser le sujet, et on réservera vraiment au minimum une demi-heure pour pouvoir capter, faire remonter ce qui s'est pu dire dans le chat, et puis aussi vous, intervenants, vos rebonds respectifs de façon un peu plus libre. Donc on va commencer avec toi, Victor. Donc tu es le cofondateur de Convivencia. Vous êtes historiquement connu pour adresser les problématiques de faits religieux, mais maintenant vous l'abordez de façon bien plus large, la notion d'entreprise inclusive. Et à la limite, je voudrais bien commencer avec toi sur un peu, fort de votre expérience, des retours de vos interventions chez les clients, aussi la façon dont vous regardez les indicateurs sociaux, etc. C'est quoi la photo que tu fais, entre guillemets, parce que de l'inclusion, l'entreprise française inclusive, elle ressemble à quoi et on en est où? Et là, par rapport à une société, globalement, ça ressemble à quoi? Toi, et avec quelles sont tes clés de lecture de ça? Merci beaucoup, vous m'entendez bien? Très bien. Super. Écoutez, bonjour à toutes et tous, enchanté. Merci d'être ici et merci aux co-intervenants. Et puis merci à Miroir Social et à Rodolphe pour la co-organisation, et également à Denis et Inquest. En un mot, juste pour se présenter très vite, donc je suis effectivement président d'un cabinet qui s'appelle Convivencia Conseil, qui est un cabinet de conseil et un organisme de formation ESS. Donc on est une entreprise sociale et qui est spécialisée dans la mise en œuvre des bonnes pratiques favorables à la qualité de vie au travail, à la diversité, à l'inclusion, dont l'objectif, c'est favoriser une meilleure qualité des relations au travail, cohésion des équipes. Et donc, évidemment, on travaille sur prévention des discriminations, formation et conseils, diversité, inclusion, des outils de mesure de l'inclusion, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, comme tu l'as dit, on avait une expertise originelle sur le fait religieux en entreprise, et on a accompagné une très grande partie des groupes du CAC 40 et de pas mal de boîtes, dont certaines qui sont présentes ici ou représentées autour de cette table d'intervenants sur la thématique. Alors, tu me demandais mes constats de manière plus large, bien sûr, pas que sur le fait religieux, et c'est à moi que revient l'honneur d'ouvrir un petit peu cette réflexion. Bon, le premier élément, c'est que évidemment, après 1 an, 2 ans de crise sociale, sanitaire, je ne vous refais pas le tableau,
il y a un vrai sujet sur le besoin de travailler ensemble, d'avoir des coopérations solides et puis d'échanger collectivement sur comment on organise le travail efficacement. Il y a eu un baromètre Opinionway en mai qui disait que après plus d'un an de crise sanitaire, 7 salariés sur 10 pensaient que le retour en présentiel était nécessaire pour la cohésion des équipes. Donc déjà, ça doit nous poser des questions. Et pour autant, la moitié des télétravailleurs disaient qu'ils ne voulaient pas revenir au bureau comme avant. Donc la question de l'inclusion, la question de la cohésion et la question du collectif de travail, elle se pose. Évidemment, il y a des formes hybrides qui se développent et la sortie de crise, elle pose des questions. La continuité, la rupture, les évolutions, des métamorphoses ou pas. Comment refonder une relation professionnelle, personnelle et susciter l'engagement? Sur quels fondamentaux il faut s'appuyer? Comment on redonne du sens au collectif de travail? Comment on favorise la cohésion autour du commun? Et donc, évidemment, les questions qui se posent, ou qui se reposent pour certains, c'est toujours les questions de globalisation, les questions des nouveaux modèles économiques. Je disais qu'on est une entreprise ESS, c'est des questions qui se posent et la recherche de sens aussi dans le travail va influer sur ces questions d'inclusion et de cohésion dans l'entreprise. Et puis, il y a des nouvelles attentes des salariés, mais aussi des nouvelles attentes des consommateurs. Et donc, évidemment, des nouvelles revendications qui apparaissent dans le domaine de l'entreprise, un rapport au travail qui évolue, l'émergence de l'individu au sein du collectif et sa reconnaissance, la demande de reconnaissance de sa singularité, et puis, évidemment, des enjeux de cohabitation, des cultures, des générations. Et ce qu'on voit très clairement, et les études le montrent, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'aptitude des entreprises à intégrer les talents dans leur diversité, au pluriel, les diversités, eh bien, c'est un marqueur de la capacité à relever ces nouveaux défis de compétitivité, d'innovation, d'attractivité, etc. Je pourrais en parler et en dire quelques mots tout à l'heure. Un dernier petit point quand même, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en 2030, les générations Y, donc c'est celles qui sont nées entre 80 et 95, et les Z, donc entre 96 et 2010, elles seront majoritaires dans la population. Et que, évidemment, c'est leurs préférences qui vont devenir progressivement les normes dominantes. Et ces générations, elles montrent qu'elles veulent que les marques reflètent leurs valeurs. Par exemple, il y a une étude McKinsey qui dit que 75% des consommateurs de la génération Z, donc après 96, disent qu'ils boycotteraient des entreprises qui seraient vues comme discriminantes sur les questions de couleur de peau, sur les questions de préférences sexuelles, etc., par exemple dans leur campagne publicitaire. Donc ça doit vraiment être pris en compte. Et sur la question d'inclusion ou d'intégration que tu me posais, c'est quand même des choses qui sont très différentes. L'intégration, c'est cette idée d'intégrer les personnes qui sont potentiellement discriminées ou minoritaires dans le groupe qui serait la norme, alors que l'inclusion, c'est plutôt prendre en considération chaque individualité, chaque personne comme un cas unique et lui donner sa place dans un tout. Donc, c'est plutôt se dire, l'idée, c'est pas de ressembler ou même de s'intégrer comme une minorité dans un tout, mais c'est de dire, il faut que le tout soit le reflet de l'ensemble de ces diversités. L'inclusion, son objectif, c'est d'éliminer les obstacles à la participation tout en reconnaissant les individualités. Ça ne veut pas dire qu'il faut des politiques spécifiques pour chacun. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut une reconnaissance globale. Voilà. Alors, je ne t'entends pas, Rodolphe. Personne ne t'entend, Rodolphe. Oui, effectivement. Mea culpa. Victor, je me permets de te relancer sur... Ou alors c'est peut-être... C'est quoi le regard, c'est peut-être un cliché, mais le côté, la vision que tu as sur la capacité des entreprises françaises à se montrer inclusives? Alors, il y a la question de la capacité, et puis il y a la question de qu'est-ce que ça leur apporte? Quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'il faut travailler sur ces sujets? Non seulement parce qu'il y a des demandes internes et des demandes externes, mais aussi parce que ça a un impact sur l'activité. Et le fait d'être inclusif et d'hybrider les talents, ça a clairement des effets bénéfiques sur toute la chaîne de valeur. Et je ne parle pas que du business, de la rentabilité, bien sûr. Je parle de toute la chaîne de valeur. Et les études internationales montrent que les bénéfices sur cette chaîne de valeur, ils sont extrêmement intéressants en interne comme en externe. Et il y a une étude de Deloitte, je ne suis pas là pour citer plein de chiffres, mais comme on a peu de temps et que tu m'as demandé un cadrage, il y a une étude de Deloitte qui montre que 80% des DRH et des dirigeants considèrent que la diversité et l'inclusion sont des avantages compétitifs. Alors, est-ce que c'est le cas? A priori, oui. Il y a 4 ou 5 sujets sur lesquels ça se voit. Évidemment, il y a le sujet de la marque employeur et donc, de fait, de l'attractivité. L'inclusion, elle est perçue comme un marqueur social, un marqueur d'ouverture d'entreprise. 60% des 18-35 ans disent que leur entreprise devrait accroître la diversité et l'inclusion sur le lieu de travail. C'est une étude de Glassdoor. Donc ça, c'est la marque employeur. La performance,
les entreprises inclusives ont 60% de chances supplémentaires d'accroître leurs résultats et d'engager les talents dans la durée, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui, la rétention des talents. Ça, c'est une étude de l'OIT. Et puis, une autre étude qui montre que plus les entreprises sont diversifiées, c'est une étude sur le genre, mais de manière générale, plus elles sont diversifiées, plus elles sont rentables. Et inversement, moins elles sont diversifiées, moins elles sont rentables. Donc ça, c'est intéressant. Donc le premier, c'est la marque employeur. Le deuxième, c'est la performance. Le troisième, c'est la créativité et l'innovation. Là aussi, on voit que les entreprises avec une diversité, ce qu'on appelle inhérente, c'est-à-dire les traits avec lesquels on est né, et une diversité acquise, c'est-à-dire acquise par l'expérience, qui traite correctement l'inclusion, elle est plus susceptible d'augmenter ses parts de marché, elle est plus susceptible de conquérir des nouveaux marchés. J'aime bien cette citation d'Oscar Wilde qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Bon, c'est un peu cette idée-là. Et on voit qu'une équipe il y a une étude qui est intéressante qui montre qu'une équipe qui a un membre qui partage l'origine ethnique, par exemple, d'un client, a 150% de chances en plus qu'une autre équipe de comprendre ce client et donc de bien répondre à son besoin. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a un autre sujet d'image et de réputation, le sujet des fake news, puisqu'on est à l'ère de la communication, à l'ère de la réputation. Peut-être que certains autour de cette table pourront en parler s'ils ont vécu ça dans leurs entreprises. Mais finalement, ce qui compte, ce n'est pas forcément ce qu'on est ou ce qu'on fait, c'est aussi ce qu'on dit de nous. Et ce n'est pas forcément ce qu'on fait, mais c'est ce qu'on dit qu'on fait aussi, à l'ère de cette hyper-communication. Et donc, il y a un vrai enjeu de cohérence entre les valeurs et les faits. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, le dernier point peut-être, c'est la question de la clientèle, comme je le disais tout à l'heure. C'est ce qu'en anglais, on appelle les belief-driven buyers. C'est les acheteurs qui sont orientés dans leur choix par leurs croyances, par leurs convictions. Et il faut constater que l'achat basé sur ses convictions personnelles est devenu une forme de norme. En 2019, 65% des consommateurs se disaient motivés par leurs convictions pour leurs achats et 70% disaient qu'ils voulaient soutenir les marques qui expriment leurs valeurs et qu'ils étaient plus susceptibles de faire confiance aux marques qui sont plus engagées dans les enjeux sociétaux. Donc, les politiques d'inclusion, ça devient aussi des engagements opposables, si on veut, pour sa clientèle, pour ses partenaires, sur lesquels les entreprises, évidemment, doivent aussi prouver la matérialité des engagements qui ont été pris. Donc, j'en arrête là. Il y a des choses qu'on peut faire, j'en parlerai tout à l'heure. On peut agir sur la politique d'entreprise, on peut développer des formations, on peut développer des bonnes pratiques, on peut développer des outils pour mesurer l'inclusion. On en a développé un et on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Ouais, tout à fait, Victor. Vous m'entendez là? Oui, ok. Victor, oui, on aura l'occasion de revenir. Tu auras vraiment l'occasion après les interventions de Nathalie, Frédéric et de Sébastien, excuse-moi Sébastien, de revenir, de présenter un peu comment vous mesurez les liens et la notion d'inclusivité dans l'entreprise et la perception de comment les salariés se projettent. Donc, ça sera vraiment intéressant de t'entendre là-dessus à l'issue des interventions de nos intervenants. Denis Poitret, donc tu es le cofondateur d'Inquest, vous travaillez en partenariat avec Ovivencia. Denis, tu vas nous apporter un peu un éclairage sur, tu as une vue sur ce qui se passe au Québec, où au Québec, la notion de civilité est clairement intégrée dans leur code du travail, on va dire. Et c'est une approche radicalement différente de celle qu'on a en France sur cette capacité à appréhender travailler ensemble avec des gens différents. Donc, déjà, si tu pouvais nous présenter cette démarche et en préambule, comment toi tu caractérises la notion de civilité? Parce que Victor a parlé d'inclusivité, il y a la notion de civilité qui se greffe là-dessus et comment tu l'abordes, Denis? Alors, bonjour à tous. Effectivement, je suis de double nationalité, français et canadien, donc je travaille dans les deux pays. Et je me suis longtemps intéressé aux questions de qualité de vie au travail et de risques psychosociaux au travail. Alors, la civilité au travail, ça implique des règles de politesse et de courtoisie et qui permettent bien sûr de meilleures relations humaines. Alors, ça va au-delà de la politesse. On est dans le cadre de la civilité implique une attitude individuelle, des règles collectives, bien évidemment, qui implique bien sûr le respect de la bienséance, mais on est en général poli dans l'entreprise, et de droit, c'est-à-dire de ce qui est le non-harcèlement, la non-discrimination, mais elles impliquent aussi quand même le fait de la reconnaissance de l'autre et de sa diversité, alors de ses diversités, quand je parle de la diversité, je parle des diversités.
avec des notions de prévenance, d'une certaine attention de l'autre au travail et un certain respect de l'autre. Parce qu'en fait, si on regarde ce qu'est l'incivilité, c'est exactement le contraire. C'est la méconnaissance, la négation et le rejet de l'autre. Donc, la civilité, elle repose sur le respect, la reconnaissance, la prise en compte et une prise en compte réciproque de l'existence d'une altérité et de diversité et qu'il y a une richesse chez chacun. D'accord ? Effectivement, quand on parle d'inclusion et de diversité, ben évidemment, on a énormément de gens qui sont différents. Victor parlait de l'émergence de l'individu qui veut être respecté comme individu. Ben ça fait beaucoup d'individus avec beaucoup de parcours, avec beaucoup de besoins. Et ça implique des règles collectives partagées, mais aussi un questionnement individuel et une prise de conscience de chaque collaborateur sur comment on se comporte avec les autres, que ce soit au travers de la formation, au travers d'échanges, etc. De manière, donc c'est une responsabilité qui est à la fois individuelle et collective. Alors on est assez fort en France sur les responsabilités collectives, on fait des règles, on fait des formations, on apprend ce qu'on ne doit pas faire, ce qui est interdit, etc. On est un peu moins dans quelque chose dans lequel il y a une responsabilité individuelle, dans lequel chaque personne se sent responsabilisée sur les relations qu'elle entretient avec ses collègues et les conséquences aussi de ses propres comportements. Et en ce sens, la civilité a un rapport avec l'inclusion parce qu'elle agit comme je dirais, un levier de prise de conscience collective avec une dimension beaucoup plus large que la simple politesse. Parce que l'inclusion, c'est quoi ? C'est l'effort organisationnel, c'est des modes d'interaction, c'est une culture collective dans une entreprise au sein de laquelle les individus qui sont différents, qui ont des parcours différents, qui viennent d'horizons différents, sont culturellement et socialement acceptés, soit acceptés, valorisés et respectés dans l'entreprise. Or, à mon sens, et au sens que on le voit au Canada et au Québec, la première étape du respect de l'autre, elle passe par la civilité au travail. Et donc, l'inclusion, c'est ce que nous faisons de cette diversité et comment on crée un environnement propice à ce qu'on puisse travailler ensemble. D'accord ? Et moi, j'ai quelques chiffres que je vais essayer de vous retrouver, mais chacun comprend que à des degrés divers, on est comment dire, la qualité de nos relations sociales joue un rôle essentiel dans notre bien-être physique et mental. Nous passons beaucoup de temps au travail, d'accord ? Et pour 92% des salariés français qui ont répondu à une étude de l'ANAC il y a quelques années, les relations au travail avec leurs collègues constituaient, avec la sécurité sur le lieu de travail et l'autonomie, l'un des 3 piliers de leur satisfaction de travail. Et la question des relations avec les collègues est donc au centre de ces attentes. Alors évidemment, on a beaucoup travaillé sur les incivilités dites externes, c'est-à-dire les problèmes qu'on peut avoir avec le public, avec les clients. Il y a un domaine qui est un angle mort des situations de travail, c'est les incivilités dites internes et qui sont assez peu abordées. Au Québec, par exemple, il y a une étude de l'Ordre des conseillers en ressources humaines qui souligne que les impacts d'un milieu de travail incivil sur la performance, par exemple, au Québec, 50% des salariés interrogés ayant indiqué avoir fait l'objet d'incivilité sur leur lieu de travail affirment que cette situation a eu l'un des effets suivants, une diminution de la qualité de leur travail et une baisse de leur engagement et de la productivité. Et il y a un coût qui est associé à ça. Et en France, on a la même chose. Il y a eu quelques années un cabinet qui s'appelait Léas qui a travaillé sur les questions d'incivilité au travail. 91% des salariés français qui étaient interrogés disaient avoir été confrontés à des problématiques d'incivilité. Donc on voit bien que cette question de cohésion, de travailler ensemble, de diversité, et plus le monde va avancer, plus il va être divers, pose la question de la civilité. Et les incivilités au travail constituent cet angle mort. Voilà, en gros l'idée autour de cette question d'incivilité. Voilà. Denis, ouais, parfait, Denis. Mais qu'est-ce que ça change le fait qu'au Québec, ils aient intégré ça, la notion de civilité dans le code du travail? Qu'est-ce que ça change par rapport au cadre français où tu pointais la prégnance d'une approche juridique? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça change le fait d'intégrer la notion? Il y a un aspect, d'abord, il y a un aspect que il y a des règles qui sont fixées.
Le code du travail ou la jurisprudence prend de plus en plus en compte tout ce qui est ce qu'on appelle, il y a un chercheur canadien qui s'appelle Jean-Pierre Brun, il parle de l'iceberg. Il dit, avant qu'on arrive au harcèlement, il y a toutes sortes de situations qui interviennent, qui sont à bas bruit. C'est les comportements avec les collègues, etc. Alors, il y a toute une liste et qui ne débouche pas forcément sur des caractérisations juridiques de harcèlement, de ceci, ou qui ne vont pas aller jusque-là, mais qui ont des incidences extrêmement importantes sur la cohésion des collectifs de travail. Et donc, d'une certaine manière, traiter la civilité à la base dans des règles de fonctionnement commun qui touchent à la fois les discriminations, les questions de harcèlement, les questions de minorité, les questions de genre, la question de travailler avec les autres au travail, permet d'avoir une démarche qui est relativement préventive parce qu'elle est d'abord, elle est discutée, elle est intégrée et d'une certaine manière, elle est préventive parce qu'on va avoir des mécanismes qui vont permettre que l'on n'arrive pas forcément à des contentieux ou à la dislocation de collectifs de travail. Donc, mais de plus en plus, on voit que toutes ces questions-là sont en train de se ressemblent. L'obligation de résultats en matière de santé et de sécurité, on le retrouve à peu près pareil dans les pays développés. Le fait que la santé au travail corresponde à un environnement sain, on le voit relativement, et que la santé, c'est plus que le fait de ne pas être malade, mais c'est le fait d'avoir un environnement sain. Donc on voit bien que la question de la civilité est une question qui permet de pouvoir aborder de manière préventive les questions des risques psychosociaux. Alors, je ne parle pas des risques organisationnels, des risques qui sont liés à l'organisation du travail, etc., qui subsistent toujours, mais je parle de tout ce qui est lié au comportement, et notamment dans beaucoup de contentieux qui touchent les discriminations, qui touchent les questions de genre, de ceci, les comportements sont au plus près du travail. Ce n'est pas forcément des choses. Souvent, les grandes entreprises, en matière d'inclusion, prennent des engagements, et c'est souvent au plus près du travail que les problématiques se posent, et donc ça crée des règles communes. Entendu. Merci, Denis. Et tu soulignais un point, c'est qu'effectivement, au Québec, je crois que c'est des chiffres du québécois, que c'est 40% des dossiers de discrimination harcèlement n'allaient pas au contentieux. Oui. Mais ça sous-entendait que pour autant, il y avait les 60% qui ne faisaient pas l'objet d'actions en contentieux, avaient laissé des traces, avaient des conséquences, notamment sur la santé au travail. Et tu parles d'une notion, je trouve intéressante, de micro-inégalité. Et comment on caractérise ça? Et, voilà. Il y a deux choses. Il y a la première chose, c'est une étude qui a été faite par l'Université Laval. C'est Jean-Pierre Brun, d'ailleurs, je crois, qui est un chercheur relativement connu, qui travaille dans le conseil d'ailleurs, qui avait pris un certain nombre de dossiers qui étaient arrivés au niveau de l'équivalent des prud'hommes, où il y avait des dossiers de harcèlement. Et il avait vu que beaucoup de ces dossiers qui avaient été rejetés juridiquement, quand il les avait étudiés, 40% de ces dossiers, on était dans des problématiques je dirais, d'incivilité suffisamment graves, à la limite du harcèlement, qui faisait que ça avait évidemment un impact à la fois sur évidemment la performance au travail, les collectifs de travail, mais un impact individuel. Et l'impact individuel, il est le même dans ce type de situation, quand vous vous sentez isolé, discriminé, etc., que l'on retrouve dans les problématiques de harcèlement, c'est-à-dire impact sur la santé physique, sur la santé mentale, sur la motivation, impact y compris pour l'entreprise en matière de turnover, de démission ou de maladie. Alors pour ce qui est des micro-discriminations, ce qu'on appelle les micro-inégalités, c'est une discrimination qui est, je dirais, elle n'est pas voulue, mais c'est une façon d'avoir des règles de fonctionnement avec des gens qui sont considérés ou perçus comme venant de minorités, minorité de genre, minorité en raison de la race ou de la religion, etc., et de les traiter comme tels, et donc d'avoir un traitement différent par rapport à eux. On pourra en parler un peu plus tard, mais donc on voit bien qu'on est dans quelque chose. Juste si on veut faire quelque chose voir la différence qu'il y a entre les deux, entre la situation française et ce que nous apportent les anglo-saxons d'une certaine manière, c'est le fait qu'on n'est pas uniquement dans la règle imposée, mais on est dans le fait qu'il y a une responsabilisation, même si
l'employeur reste responsable du point de vue juridique, il a une responsabilité qui est différente, mais il y a une responsabilisation individuelle et une prise en compte individuelle. Et je pense, moi, que sans cette prise en compte individuelle au plus près du travail, c'est-à-dire des incivilités, les activités quotidiennes, il n'est pas normal que beaucoup de gens que l'on rencontre nous disent est-ce que vous êtes harcelé? Non, mais j'ai une situation de travail qui ne va pas bien et je vais au travail la boule au ventre. Quand on va au travail la boule au ventre, d'une certaine manière, on doit avoir des effets sur la santé. Voilà. Parfait, Denis. Merci pour cet éclairage. Donc, on va passer au retour d'expérience avec nos 3 intervenants. Donc, Nathalie Pinto, donc tu es DRH d'APF France Handicap. Donc, comme je le rappelle, donc c'est 15 000 salariés la structure. Et donc, je précise, vous êtes un cordonnier bien chaussé, c'est-à-dire c'est la moindre des choses peut-être, mais c'est pas toujours gagné. Vous êtes au-dessus du taux d'emploi, même en direct, de personnes handicapées au sein de la structure, employeur. Pour autant, tu me disais que il s'agit avant tout pour toi l'enjeu de recruter en fonction des compétences et pas simplement pour tendre vers un objectif de taux d'emploi et de réduire la facture qui va avec, comme parfois ça peut être un peu le biais qu'on peut avoir dans certaines autres entreprises où l'objectif premier, c'est le taux d'emploi et la notion de compétence, elle est moins prégnante. Nathalie. Oui, alors peut-être au préalable, vous dire qu'effectivement, APF France Handicap, c'est à la fois une association militante qui milite et défend les droits des personnes en situation de handicap, et c'est à la fois une association qui gère des établissements pour personnes en situation de handicap. Et donc, à ce titre-là, effectivement, on a 15 000, on totalise 15 000 salariés. Et en tant qu'employeur, bien évidemment, on se doit d'être exemplaire et d'avoir un taux d'emploi de personnes en situation de handicap qui soit à la hauteur de ce qu'on peut prôner, évidemment, au niveau national sur la question de l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, on a un taux d'emploi, si je retire nos entreprises adaptées qui sont un petit peu à part, de près de 7% en fait de personnes en situation de handicap. La question qui se pose pour nous, elle n'est pas tant celle du recrutement, puisque avec 7%, même si évidemment il faut qu'on anticipe les départs à la retraite, notre question à nous, elle est plutôt sur comment on maintient les personnes en situation de handicap dans l'emploi. Alors, quand même, sur la question du recrutement, je crois que le tout premier gage d'inclusivité, c'est déjà de convaincre les salariés et les collectifs de salariés que de notre capacité à recruter des personnes en situation de handicap sur la base de leurs compétences. Puisqu'il y a quand même une crainte des salariés et des collectifs de travail sur la question de oui, mais une personne en situation de handicap, elle est peut-être plus absente qu'une autre. Elle bénéficie peut-être d'autres avantages que les autres salariés. Elle a nécessairement des aménagements de poste. Or, en fait, là où on se doit de communiquer, c'est de dire que 85% déjà des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible et que 90% des personnes en situation de handicap n'appellent pas forcément d'aménagement de poste. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, en tout cas, on communique, puisqu'il n'y a pas forcément de contraintes en fait au poste et pas forcément d'aménagement de poste. Donc nous, notre pari, c'est aussi de dire que lorsqu'on recrute une personne en situation de handicap, on la recrute sur les mêmes bases et sur les mêmes profils, sur les mêmes exigences de poste qu'une autre personne valide, je dirais, selon les mêmes processus de recrutement, et que ce n'est qu'à compétences égales que quelque part, on va peut-être avantager une personne qui a une situation de handicap particulier. Alors, dans notre secteur, c'est assez facile puisqu'on intervient sur le secteur médico-social, donc avec des emplois réglementés pour lesquels il nous faut des diplômes d'État, donc des diplômes d'aide-soignante, des diplômes d'infirmière, des diplômes de masseur-kinésithérapeute. Ce qui fait qu'en gros, soit vous avez le diplôme d'État et dans ce cas-là, vous répondez aux prérequis, soit vous n'avez pas le diplôme d'État et effectivement, on ne peut pas vous recruter. Donc en fait, le diplôme devient quelque part un gage aussi de légitimité par rapport à nos politiques de recrutement de personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est un levier en tout cas qui est facilitant pour nous pour bien démontrer que quand on recrute quelqu'un, c'est bien sur la base d'une qualification et de compétences égales. Sur la question que tu m'as posée, Rodolphe, aussi, c'est la question de la réussite en fait de l'intégration des personnes en situation de handicap au moment où elles intègrent l'entreprise. Écoutez, au moment du recrutement, évidemment, on ne peut pas poser la question de la nature du handicap dont est détenteur en fait la personne candidate. En revanche, on peut tout à fait aborder la question des contraintes du poste.
Et au travers les questions qu'on peut poser et qu'on peut poser en fait à l'entretien sur les contraintes du poste, assez facilement, on aborde la question des aménagements de poste nécessaires pour occuper le poste. Et là, c'est beaucoup plus simple en fait pour aborder la question de handicap et de contraintes au poste et d'aménagement de poste. Et en fait, le prérequis au moment de l'intégration de personnes en situation de handicap, c'est d'aménager le poste. Effectivement, si vous avez, je vais vous donner un exemple que je connais bien, qui est la déficience visuelle. Vous intégrez une personne qui a une déficience visuelle. Si évidemment, à son intégration au poste, vous n'avez pas le clavier en braille qu'il faut bien, les logiciels adaptés, vous allez assez facilement vous retrouver avec une personne qui ne pourra pas travailler dans de bonnes conditions dès sa prise de poste. Et vis-à-vis des collègues, immédiatement, on régénère la question de la personne elle n'est pas performante immédiatement. La charge de travail va retomber sur nous immédiatement puisqu'elle ne pourra pas travailler dès sa prise de poste. Donc voilà, c'est des petites choses qui ne sont pas anodines. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que 90% des personnes en situation de handicap qui nécessitent un aménagement de poste. Mais si on rate l'intégration par un aménagement de poste trop tardif, immédiatement sur le collectif de travail, ça a un impact et ça crée immédiatement des tensions dès l'intégration de la personne en situation de handicap. Et toute la communication qu'on a pu faire en amont, elle tombe parce que quelque part, on n'aura pas anticipé l'arrivée de la personne dans de bonnes conditions. Ouais, surtout que ça pose le sujet de l'onboarding, c'est-à-dire que l'égalité de traitement, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas de handicap va avoir son poste nickel, et puis la personne qui est travailleur handicapé va pas être calculée dans la prise de poste, et ça va arriver en retard. Ça pose un problème d'inégalité de traitement. La règle n'est pas respectée, quoi. La règle n'est pas respectée. Nathalie. Nathalie, je me permets de te corriger. En fait, tu parlais, tu disais c'était 10% des situations qui demandaient un aménagement de poste. C'est bien ça, hein? Tout à fait. Et donc, dans ces cadres-là, tu pointais l'importance de cet accompagnement et pour circonscrire le besoin d'aménagement de poste. Et quand on en a parlé ensemble, tu pointais l'importance aussi d'en référer au collectif qui allait accueillir la personne. Et l'exercice de communication, on n'a pas le droit de dire la nature du handicap, mais comment on prépare le collectif sur cette intégration, parce qu'il doit être partie prenante de la démarche. En tout cas, au sein de notre association, en fait, on a une politique handicap structurée et parmi les axes, en fait, on a la question de la sensibilisation sur tous les types de handicap. Handicap visible, handicap invisible, sur les maladies invalidantes. Et donc, on a une sensibilisation, en fait, d'un certain nombre de personnels sur ces sujets-là. Ce qui fait que tout le monde est assez à l'aise avec le sujet du handicap en amont même de l'intégration d'une personne en situation de handicap. Et surtout, en fait, quand on aborde la question des maladies invalidantes, donc typiquement la sclérose en plaques, un cancer, en fait, on se rend compte qu'en sensibilisant en amont, en fait, chacun peut assez vite se sentir concerné par une situation potentielle de handicap qui arriverait à un moment donné dans son parcours de vie. Et je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience comme ça qui fait que on commence à développer dès le démarrage une espèce de sorte d'empathie et de prise de conscience qu'en fait le handicap peut tous nous concerner à un moment de sa vie. Donc ça commence par ça en fait, la sensibilisation. Et puis quand on intègre ensuite une personne en situation de handicap qui accepte de parler de son handicap, ça arrive et c'est même de plus en plus fréquent. En fait, il y a des temps collectifs en fait à mettre en place pour échanger sur la nature du handicap de la personne qu'on intègre. Et puis les aménagements de poste, et puis peut-être la solidarité qui est attendue des collègues. C'est pas compliqué, quelqu'un qui a une déficience visuelle, elle va avoir besoin, elle ne peut pas, par exemple, pas forcément conduire. Donc, il y a des questions d'organisation de trajets collectifs qui peuvent se discuter lors de rencontres collectives d'équipe. Et en fait, on se rend compte que de plus en plus, quand même, les sujets de handicap se traitent en réunion collective et peuvent être partagés. Et ça développe aussi une forme de solidarité, puisque du coup, on parle des contraintes de la personne en situation de handicap et des besoins et des attentes vis-à-vis des collègues. Et cette forme de solidarité, vous avez un projet. Excusez-moi, il y a un cette forme de solidarité, vous avez un projet de l'intégrer dans une charte managériale, c'est bien ça? Oui, alors on a un projet plus global de construire une charte managériale partagée avec les différents managers. Dans les travaux qu'on a pu commencer à initier, effectivement, la solidarité fait partie des valeurs managériales qui devraient ressortir de manière extrêmement forte. Derrière la charte managériale, ça peut rester une charte qui pourrait rester dans un placard et ne pas être utilisée.
La question est plutôt de voir comment, au travers peut-être d'ateliers, on pourrait identifier quels sont les comportements attendus au regard de chacune des valeurs managériales qu'on pourrait avoir dans cette charte. Et donc faire travailler en fait les collaborateurs sur quels sont les comportements attendus au travers de chaque valeur. Et donc ça permet ainsi une appropriation en fait, et au travers l'exemple du handicap et de l'intégration de personnes en situation de handicap, on pourrait illustrer des comportements attendus en termes d'intégration et de maintien dans l'emploi de collaborateurs en situation de handicap. Voilà. Donc, ce serait notre projet. Ah, on t'entend plus, Rodolphe. Voilà, ça ira mieux. Donc, tu en as un peu parlé en introduction de ton intervention sur les clichés qu'on peut avoir sur le handicap en entreprise et l'absentéisme qui peut être corrélé aux situations de handicap. Et toi, tu tords le cou un peu à cette idée-là en expliquant que dans les populations, il n'y a pas un taux d'absentéisme supérieur parmi les personnes handicapées que dans les équipes, on va dire, dans les équipes, et que tu fais très attention, et c'est un point important, qu'il n'y ait pas une notion de passe-droit pour les salariés reconnus travailleurs handicapés par rapport aux autres. Et que parfois, il y a le risque, il est souvent là. Et faire très attention à ça, combien même sur l'absentéisme, il n'y a pas d'indicateurs qui te font dire que les salariés handicapés seraient davantage concernés. Par contre, par exemple, et je vais te laisser continuer là-dessus, par exemple sur le télétravail, il y a de plus en plus de demandes de télétravailleurs handicapés, de personnes handicapées qui disent « nous, on voudrait télétravailler plus que ce que vous accordez actuellement à l'ensemble des salariés ». Nathalie. En tout cas, on essaie d'avoir un cadre commun, qu'on soit valide ou qu'on soit en situation de handicap. Effectivement, au départ, il n'y a pas de cadre plus favorable pour les personnes en situation de handicap, mis à part des jours pour permettre aux personnes d'aller déposer leur reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, par exemple. En dehors de ça, et c'est vrai qu'on essaie de traiter de la même manière une personne valide et une personne en situation de handicap. Néanmoins, il peut y avoir quand même des aménagements de poste ou des modalités particulières liées à des difficultés de santé ou au handicap même. Mais dans ces cas-là, on s'appuie davantage sur le médecin du travail, comme tout à chacun en fait, pour porter des mesures d'adaptation et pour communiquer ensuite avec l'ensemble des équipes pour dire voilà, effectivement, il y a peut-être plus de jours de télétravail pour ces personnes en situation de handicap, mais c'est bien par le biais de la médecine du travail que en fait on a eu ces recommandations et qu'elles s'imposent à nous. En fait, c'est plus ça, parce que effectivement, il peut y avoir un peu de crispation sur des personnes qui, dans les équipes, ont plus de jours de télétravail que d'autres parce qu'elles ont une situation de handicap. Mais je pense que l'essentiel, c'est d'en échanger en fait assez librement en équipe, parce que ça peut toucher une personne en situation de handicap, mais ça peut toucher une personne qui a des problèmes de santé et qui a également plus de jours de télétravail que d'autres. Et en tout cas, nous, on s'attache à ne pas faire de discrimination positive, entre guillemets, en accordant plus de droits à des personnes en situation de handicap qu'à d'autres. Entendu, parfait. Merci Nathalie. Alors il y avait peut-être, il y a quelqu'un qui posait la question, tu as répondu sur la question de la sensibilisation des équipes sur le fait que quand quelqu'un a l'intégration d'une personne handicapée et la sensibilisation du travail de l'équipe, tu as peut-être un point à rajouter là-dessus, tu en as un peu parlé, mais… Non, mais c'est peut-être de dire que ça se fait tout au long du parcours professionnel, c'est-à-dire c'est à n'importe quel moment qu'il faut créer ces sensibilisations sur les différents types de handicap. C'est aussi au moment de l'intégration d'une nouvelle personne, et après c'est tout au long aussi de son parcours dans l'emploi, puisque j'ai donné cet exemple de la mobilité, quand il y en a dans certaines entreprises des mobilités imposées. L'aménagement de poste, c'est en permanence, c'est-à-dire qu'elle change de poste, il faut réaménager son nouveau poste. Et donc, ça se fait en permanence. Donc, ça veut dire qu'il faut communiquer de manière très, très régulière au sein des équipes sur la question du handicap, en fait, dans l'entreprise. Entendu. C'est pas juste one shot qu'on aborde le sujet. Merci, Nathalie. Parole à Frédéric Ruiz. Donc, tu es président de la CFE-CGC RATP. Et donc, comme je le disais en introduction, la RATP, c'est une entreprise qui recrute, une entreprise diversifiée, qui recrute localement. Et vous avez eu affaire à des tensions sur le fait religieux, avec un entrisme islamique marqué, plus ou moins marqué dans certains endroits de la RATP. On en a parlé
on en a de façon assez récurrente pendant plusieurs années. Là, on en parle moins. Est-ce que ça veut dire que le sujet est réglé ou il y a d'autres raisons qui expliquent le fait qu'on en parle moins, Frédéric? Bonjour à toutes et tous. Alors c'est vrai, la RATP, c'est par principe une entreprise donc publique, de transport public, donc de service public, et donc il y a un principe de neutralité, puisque l'objectif c'est d'offrir des services à toute la population, quelles que soient ses origines, ses convictions, ses croyances, etc. Dans son recrutement, la RATP, donc il y a une grosse partie des salariés de la RATP qui sont ce qu'on appelle les roulants, c'est-à-dire les conducteurs d'autobus, de métro, de RER et de tramway. Mais à l'intérieur de ça, c'est surtout des conducteurs d'autobus. Et dans les conducteurs d'autobus, il y en a beaucoup qui circulent en banlieue et donc qui desservent des quartiers qui parfois étaient difficiles. Donc au siècle dernier, enfin dans les années 80, 90, on a commencé, quand il y avait des difficultés, à faire accompagner les conducteurs d'autobus par ce qu'on appelait des grands frères, qui étaient des personnes issues des cités pour essayer d'apaiser un petit peu les tensions qu'il pouvait y avoir entre les conducteurs d'autobus qui représentaient une certaine forme d'autorité de l'État, en fait, et puis des cités parfois en rébellion. Et puis, il y a eu ensuite des vagues de recrutement assez importantes, donc de salariés eux-mêmes ayant grandi dans les cités de banlieue, la banlieue francilienne. Et puis, on a eu, alors, vers 2008 à peu près, on a vu apparaître une certaine forme de tension, de comportement qui pouvait créer des difficultés au sein du collectif de travail, notamment dans les relations femmes-hommes, autour du salut, de choses comme ça. Alors aujourd'hui, on en parle moins, c'est vrai. Il y a probablement plusieurs explications. On peut penser que les actions qui ont été menées, notamment la mise en place d'un code de laïcité et neutralité dans l'entreprise, qui a été mis en place en 2015, enfin un peu avant d'ailleurs. Il y a eu la création d'une délégation générale à l'éthique qui a été créée en 2015 justement. Et donc tout ça fait qu'il y a des outils qui ont été donnés aux managers pour réagir face à des actions, à des attitudes, pardon, pouvant être qualifiées contre-inclusives. Donc on peut penser qu'il y a moins d'attitudes extrêmes. Sur les attitudes plus légères, on peut constater peut-être une certaine accoutumance avec le turnover, notamment des managers, et puis on s'acclimate en fait au changement qu'il peut y avoir dans les relations. Et puis la pandémie a peut-être aussi joué un rôle avec les gestes barrières, notamment à travers le salut. C'est-à-dire que avec les gestes barrières, on ne se fait plus la bise, on ne se serre plus la main. Donc il y a une forme de distanciation qui est apparue. Donc tout ça vient, modifier un petit peu les rapports entre les personnes. Mais je pense qu'il y a aussi et surtout la politique de transformation brutale de l'entreprise RATP qui, à l'instar d'autres avant, je pense à La Poste, je pense à France Télécom, je pense à EDF, GDF, à la SNCF, où le sentiment que l'on a, c'est que l'Europe, les politiques français et les dirigeants d'entreprise n'aiment plus, ne veulent plus le service public à la française tel qu'on l'a connu et rentrent dans des politiques de mise en concurrence d'entreprises, mais qui se traduisent aussi par une mise en concurrence des salariés eux-mêmes à l'intérieur de l'entreprise. Donc là, en ce moment, on vit une période de déstabilisation complète qui vient se superposer
à la pandémie qui, elle, n'est pas terminée et qui fait que peut-être l'urgence ou comment dire, la sensibilité se déplace, et puis ça crée aussi finalement une certaine, ça renforce peut-être une forme de solidarité entre les personnels qui se sentent attaqués par des politiques de déstabilisation. Alors ces politiques, c'est quoi? C'est avec le spectre de l'ouverture à la concurrence, il faut coûter moins cher. Donc coûter moins cher, ça veut dire réduire la masse salariale, ça veut dire faire de la productivité, réduire un certain nombre d'emplois, filialiser. Et donc du coup, tout ça, ça se fait au détriment d'une forme de management de proximité, hein. Il y a de moins en moins de place pour ça. Et il y a aussi, alors c'est tout le paradoxe, hein, une forme de balkanisation créée par l'entreprise, hein, puisque finalement on sépare peut-être de façon plus marquée les activités, et dans le même temps il peut y avoir une forme de solidarité entre personnels qui se renforce. J'en veux pour preuve que nous avons des élections professionnelles en fin d'année, donc fin novembre, et il y a une solidarité entre les organisations syndicales pour résister à la pression que met la direction générale de l'entreprise. Donc c'est du dialogue social inclusif alors. Ben alors on nage en plein paradoxe, hein, parce qu'il y a des éléments contraires et qui comment dire, ont des effets assez étonnants. Alors comme on parle d'inclusif, hein, de vivre ensemble, donc là on a focalisé, et les médias ont focalisé beaucoup sur les problèmes religieux. Je ne suis pas certain que ces problèmes-là étaient majoritaires dans l'entreprise. Il y a eu des tensions, il y a eu des choses, on en a parlé. Pour autant, était-ce la vie de l'entreprise dans son ensemble? Je ne crois pas. C'était des choses qui existaient, mais qui n'étaient pas forcément généralisées. Mais dans le côté inclusif, il y a aussi l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et on s'aperçoit qu'à la RATP, même si théoriquement et d'après les réglementations, il n'y a pas de différence de rémunération notamment, hein, ou de promotion entre les femmes et les hommes, en réalité, on s'est aperçu de par le temps que, par exemple, la maternité était un véritable ralentisseur de carrière, donc pour les femmes. Alors, il y a des actions qui ont été menées pour essayer de résoudre un petit peu ce problème. Pour autant, on a toujours une différence, hein, de rémunération moyenne entre les hommes et les femmes. Et puis, on a évoqué le travail, enfin les travailleurs handicapés. La RATP a du mal, notamment dans l'encadrement, à recruter des travailleurs handicapés. Alors, il semblerait que l'entreprise ne soit pas attractive pour les travailleurs handicapés issus de l'encadrement. Beaucoup de travailleurs handicapés à la RATP, en fait, sont des salariés de la RATP qui ont été victimes d'accidents ou de maladies professionnelles. Mais les recrutements ne sont pas faciles. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses encore à faire, hein. Et quand je parlais, pour revenir à l'égalité femmes-hommes, je parlais des roulants. Sur environ 46 000 salariés au sein de l'EPIC RATP, il y a près de 20 000 roulants, mais le taux de féminisation doit tourner autour de 12 ou 13%. Il est très faible à l'intérieur de cette catégorie professionnelle. Entendu. Merci. Parfait. Merci Frédéric. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, hein, ou dans le chat ou dans la partie questions. N'hésitez surtout pas. Frédéric, alors il y a un point important dans ton intervention, c'est le fait de dire que il y a la pression sur la productivité que vous avez liée avec les multiples indicateurs que vous avez dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, etc. À t'entendre donc.
écrase un peu tout, mais tout le reste un peu étouffe un peu prend le pas sur tous les autres problématiques. Et souvent, et le corollaire de cette pression sur la productivité, c'est que moins de temps pour le management de proximité, pour passer avec les équipes, pour notamment capter les dysfonctionnements qui pourrait y avoir liés à des croyances, liés à des discriminations, etc. Donc moins de temps pour ça, on est d'accord, c'est le constat quand même de fond. Hein. Bien sûr, c'est vrai que le moindre temps dont on dispose pour assurer le management de proximité, en fait, c'est tout un système de valeurs qui a du mal à se transmettre. Donc, les valeurs de neutralité notamment, c'est la solidarité entre les différents métiers qui disparaît au profit d'une plus grande individualisation. Et donc, l'entreprise met en place des formations, met en place des guides, mais ça ne remplacera jamais le management de proximité. Et j'ai un peu l'impression, en tout cas c'est ce que l'on vit dans notre entreprise, que c'est de plus en plus le digital qui assure le management au travers de suivi d'indicateurs, de tableaux à remplir, à n'en plus finir, et qu'on régresse en matière de relations humaines, c'est-à-dire de relations directes entre les individus. Et ça, c'est assez, difficile à vivre. Donc là, ce qui nous rassemble en ce moment, c'est un peu cette violence que l'on vit, cette violence managériale. Alors quand je dis managériale, c'est venant de la direction générale, voire du gouvernement. Parce que le gouvernement aussi nous a réunis juste avant la pandémie au travers de la réforme sur les retraites, le régime universel des retraites, où ils ont pointé un épiphénomène que sont les régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, ça pèse pas grand-chose dans le système des retraites dans son ensemble. Et puis, c'était pas la réforme des retraites, c'était pas ça. La réforme des retraites, c'était mettre à plat le régime général, mais en pointant pour diviser le corps social sur les régimes spéciaux. Alors ça a eu un effet finalement de réunir les salariés de la RATP autour de la défense d'un élément issu de leur culture, de leur référentiel. Merci Frédéric. Alors garde pour la dernière partie de notre matinée, tu as une question qui t'est destinée spécifiquement, mais très large sur comment est portée la question de l'inclusion de façon globale au niveau de la CFE. Donc je te laisse méditer sur cette question grand angle au niveau de la Confédération CFE et si ça t'inspire. Merci à toi Frédéric. Sébastien Chauvin, donc tu es délégué syndical CFDT donc, de Decathlon. Et Victor en parlait sur un peu le côté image, le lien entre performance, la dimension communication qu'il pouvait y avoir, notamment attaché à la marque employeur. Et Frédéric, tu vas un peu aller à contre-courant dans la mesure où toi, tu considères qu'il y a un décalage assez important entre le discours, l'image perçue par l'opinion publique, par la société d'une marque comme Decathlon en tant qu'entreprise diversifiée, inclusive, etc. Et ta perception, mais c'est pas simplement qu'une histoire de perception, et toi, le décalage que tu vois par rapport à la réalité sur le terrain. Sébastien, excuse-moi, je veux t'appeler Frédéric, mais... Bonjour à tous. Oui, effectivement, Rodolphe, il y a des belles images de Decathlon dans des spots télé, notamment avec des travailleurs handicapés, avec des seniors qui pratiquent du sport, etc. Avec même des images dans les magasins de vendeurs seniors ou de vendeurs avec un handicap physique ou autre. Et ce qu'on se rend compte, c'est que dans les faits, dans les chiffres, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout, notamment sur le taux d'emploi des travailleurs handicapés, puisqu'en magasin, on est bien en dessous du seuil légal d'embauche. Pour les seniors, l'ordre d'idée sur 13 000 salariés en équivalent temps complet, donc ça fait aller peut-être
16-17 000 personnes. Je crois que dans les magasins, il n'y a pas plus de 300 salariés de plus de 55 ans. Moi, ça fait 15 ans que je suis chez Decathlon, j'ai jamais fêté un pot de départ à la retraite. Hein. Donc, ça, je sais pas si c'est une perception ou si c'est un chiffre, ou c'est un peu les deux. Donc voilà, il y a vraiment un décalage également sur l'égalité femmes-hommes. Hein. Alors, je sais que depuis quelques années, il y a un effort qui est fait, notamment dans les communications, sur le recrutement pour mettre aussi des images de femmes dans les visuels. Mais c'est quelque chose qui est très récent et dans les faits, il y a encore un plafond de verre sur les postes à responsabilité pour les femmes, hein, puisque autant on est 50-50 sur les métiers de vente et de caisse, autant dès le premier step de niveau de manager, il n'y a que 23% un peu plus, on doit être à 29-30% de femmes responsables de rayon. On tombe à une quinzaine de pourcents de femmes directrices de magasins et sur 30 régions, il y a 3 femmes directrices régionales et personne à la direction générale. Donc voilà, on voit bien que plus on monte, moins il y a de femmes sur ces postes-là et pourtant la communication de Decathlon est tout autre. Et pareil, sur la promotion interne, on a l'image effectivement d'une entreprise où on part de vendeurs et on grimpe les échelons. Là aussi, tu tords le cou à cette image-là, toi. En fait, l'avantage des chiffres, c'est qu'on peut faire dire beaucoup de choses des chiffres. Par exemple, je sais que Decathlon a communiqué que 47% de ses directeurs de magasins sont des anciens vendeurs. Sauf qu'on peut prendre le problème à l'envers. Hein. J'ai pas les chiffres France, mais je vais prendre un panel assez large, c'est-à-dire les 40 magasins d'Île-de-France, où en 2020, il y a 15 vendeurs qui sont devenus responsables de rayon sur 1700 ou 1800 vendeurs. Donc voilà, ça dépend. Et comme Decathlon, il n'y a que de la promotion interne à partir du métier de responsable de rayon, forcément, ça gonfle les chiffres de promotion interne. Puisque voilà, on peut rentrer en externe responsable de rayon, mais sur les postes au-dessus de responsable de rayon, c'est que de l'interne. Donc voilà ce qu'on peut faire dire aussi aux chiffres. Et c'est idem parce que là, autant sur promotion, égalité femmes-hommes, handicap, il y a des données factuelles, autant sur la question de la capacité, par exemple, à Decathlon à recruter local, à avoir une population diversifiée ethnique, qui reflète la population, le bassin de vie du magasin. Là, pour le coup, il y a pas de. C'est de la perception, mais en tout cas, quelle est ta perception là-dessus? Que bon, là aussi, il y a du travail à faire. Ouais, moi je le dis régulièrement. La population des magasins Decathlon ne correspond pas forcément au bassin de population de nos clients. Quand je vois sur certaines régions du sud de la France ou même d'Île-de-France, de magasins de banlieue parisienne, il y a une surreprésentation par rapport à la population extérieure de type voilà de gens comme moi de racines françaises ou autres. Enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de Maghrébins ou d'Africains dans nos magasins de Seine-Saint-Denis par exemple. Donc d'ailleurs aucun des directeurs n'est originaire de l'immigration, très peu de responsables de rayon. Donc voilà, je trouve qu'il y a une différence. Alors, c'est pas facile hein, là-dessus. C'est mon ressenti, c'est assez personnel. Il y en a qui vont dire que il y en a peut-être plus que dans d'autres magasins. Ça, c'est peut-être vrai, mais de là à dire que ça correspond à la population qu'il y a localement, je pense qu'on est loin du compte. Je suis passé récemment sur le magasin de Saint-Denis, Stade de France. Je me suis encore fait la réflexion avec des collègues en disant que c'est pas le reflet de ce qu'on a pu voir à l'extérieur du magasin. Entendu, Sébastien. Il y a un point, enfin là, toi, tu notes ce décalage en tant que CFDT. Pour autant, c'est considéré d'avoir un discours comme ça peut être très, très rapidement considéré comme déloyal dans une entreprise comme Decathlon qui est assez corpo. Et dans quelle mesure vous n'arrivez pas à contrebalancer, entre guillemets, le message, le storytelling, je reprends ton terme, de la direction en matière de diversité et d'inclusion? La difficulté que vous avez, surtout que vous êtes tout seul, les autres syndicats, vous n'êtes pas. Bah oui, c'est ça. Il y a une forte culture d'entreprise chez Decathlon. Puis il y a beaucoup de jeunes dont c'est le premier emploi. Donc c'est toujours difficile de comparer et d'aller
contre son premier patron qui t'a donné sa chance. Donc ça c'est très prégnant chez Decathlon. Et aujourd'hui, la direction de Decathlon aussi a réussi à, entre guillemets, à verrouiller ces sujets-là, puisque c'est le fondateur d'un syndicat soi-disant autonome qui est le patron de la QVT France. Donc, son syndicat signe tous les accords QVT, que ce soit sur les seniors, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sur le handicap. Et il y a par exemple, sur la question du handicap, par rapport aux contributions qui pourraient être reversées à la GFIP, chez Decathlon, ils ont créé une mission handicap pour que les fonds restent en interne. Et c'est quelque chose dont ils sont très fiers. Et dès qu'on vient titiller sur ce sujet-là, ça devient, on n'est plus corporate et on se met un petit peu en marge. Donc, c'est assez difficile d'essayer de faire bouger les mentalités et les lignes, bien que les chiffres soient très clairs. Hein. Et Sébastien, par contre, là, pour le coup, vous avez été loyal, entre guillemets, parce que ce terme, on peut lui faire dire. Il y a 2 ans, sur l'affaire du hijab sportif, où Decathlon s'était fait un peu rentrer dans les plumes, il y a eu un buzz sur cette affaire-là. Là, pour le coup, vous avez soutenu, vous, idem, CFDT, à fond la réaction de la direction. On est d'accord? Oui, si tu parles du hijab de Running qui avait fait polémique sur Twitter il y a quelques années. Déjà, je vais essayer de recontextualiser un petit peu les choses. C'était un hijab de Running à 8 € qui a été développé par une marque interne, par la marque Kalenji. Ça fait partie de Decathlon pour une commercialisation au Maroc, pour que les femmes qui se couvrent la tête puissent pratiquer le footing avec un de nos produits et un produit accessible. Et ça a fait forcément polémique en France, alors qu'il n'était pas à ce moment-là question de le commercialiser. Decathlon a dans un premier temps tenu bon, jusqu'à ce que des réactions politiques au plus haut niveau, puisque le ministère du Travail, le ministère des Sports s'en était mêlé. Mais la polémique a gonflé encore plus les jours d'après, et on a beaucoup de collègues qui ont reçu des menaces directement en magasin. Et c'est à partir de ce moment-là, c'était plus de 500 appels ou recensements de menaces assez violentes. Et c'est à partir de ce moment-là que Decathlon a fait machine arrière sur la commercialisation en France. Et là, on a soutenu évidemment Decathlon qui a protégé nos collègues, ses salariés, plutôt que de faire un coup commercial. Entendu. Parfait. Merci Sébastien. Victor, je te repasse la main sur. On a donc entendu des retours d'expérience un peu sur comment on vit la réalité de la diversité et de l'inclusion dans les entreprises. Vous, Covivencia, vous proposez là depuis récemment un modèle de questionnaire où on va vraiment aller dans le dur et sonder les salariés sur leur rapport à l'altérité, à l'inclusion. Et ça ressemble à quoi, votre approche, et avec quels effets escomptés, Victor? Oui, vous m'entendez? Ouais. Parfait. Alors déjà, juste un tout petit mot sur la question du fait religieux, parce que Frédéric et Sébastien en ont parlé, et que, alors pour celles et ceux qui n'étaient pas là au début, je précise que nous, notre cabinet, son métier initial, avant de travailler sur l'inclusion, c'est justement la gestion du fait religieux en entreprise. On a travaillé, il se trouve qu'on a travaillé un peu avec la RATP au moment du lancement de certains outils, qu'on a pu aussi avoir quelques échanges avec Decathlon justement au moment de l'histoire du hijab de Running. Il faut juste, et je vois aussi la réaction de Malala Benzeki dans le chat, juste sur cette question du fait religieux, s'il y en a certaines et certains ici qui ont envie de creuser le sujet, ou qui ont éventuellement des problématiques, ou qui veulent savoir ce qu'on peut faire en entreprise, contactez-nous, puisque aujourd'hui il y a très peu de cabinets qui travaillent sur ce sujet de manière aussi importante. Vous m'entendez toujours? J'ai eu un petit message. Très bien. De travail, c'est notre cœur de métier, donc contactez-nous, on pourra vous aider. Et juste pour dire qu'effectivement la situation de Decathlon et la situation de la RATP sont très différentes, puisque la RATP est, en tant qu'entreprise publique ou entreprise ayant une mission de service public, est tenue à la neutralité, donc les règles sont beaucoup plus claires, pas de signes ostensibles, pas d'expression des convictions au sens large, devant les usagers comme hors du contact usager. Alors que dans les entreprises privées, je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent le contraire, la laïcité ne s'applique pas en tant que neutralité,
dans les entreprises privées. C'est-à-dire que la règle qui dit aucun signe nulle part dans les entreprises privées, ça n'existe pas, c'est illégal. Et donc les entreprises privées doivent adopter une position sur le sujet, la déployer, etc. Nous, on l'a fait avec plein de boîtes, Michelin, L'Oréal, Danone, plein d'autres, Saint-Gobain, etc. Donc n'hésitez pas sur ce sujet. Et il faut bien sûr le dépassionner. Il existe plein de façons de traiter cette question du fait religieux comme n'importe quelle autre diversité, avec un cadre légal qui est très clair, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et surtout des choses à faire qui sont non discriminantes, qui ne mettent pas la lumière sur une religion plus qu'une autre. Donc il est vraiment très important de traiter ce sujet avec attention et de ne pas le mettre sous le tapis, parce que la pire des positions, c'est de ne pas en avoir. Voilà, juste un petit point sur ce sujet, et on est bien sûr dispo pour en parler. Alors, sur la question donc nous, puisque quand on travaille sur un des sujets les plus sensibles, qui est quand même la question religieuse, parce que ça peut vite partir les tours, comme on dit, en fait, on a développé des méthodes et des outils qui peuvent s'appliquer à toutes les diversités et à l'inclusion. Comment on vit et on travaille ensemble. Je vois que Rodolphe affiche quelques slides. J'en ai 2 ou 3 que je voulais vous montrer pour vous parler d'un outil qui s'appelle le baromètre de la cohésion et de l'inclusion, qui est tout nouveau et qui permet aux entreprises de savoir où est-ce qu'elles en sont en termes de diversité d'une part et d'inclusion d'autre part. Donc pour mesurer l'état de la diversité, identifier les leviers d'action et savoir un petit peu où est-ce qu'on en est dans la société. Peut-être si tu passes à la slide suivante, Rodolphe, pour vous expliquer, en fait, on fait une analyse en 3 phases. C'est des questionnaires, c'est des sondages en fait. Et ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que c'est pas juste le management qui va répondre avec des réponses qu'il a déjà, le nombre d'hommes, le nombre de femmes, l'âge. Ça, c'est des informations que l'entreprise a. Mais en fait, on a le droit d'aller beaucoup plus loin et de poser des questions très intimes aux collaborateurs et aux collaboratrices, à condition que ce soit anonyme, à condition que ce soit sur la base du et à condition que ce soit fait par un partenaire externe qui va empêcher que l'on coupe. Vous m'entendez? Non, t'entends pas terrible. Hein. Je crois qu'on a perdu Victor qui va revenir nous rejoindre. Là, attendez, il va revenir. Peut-être. Oui, ça c'est la preuve. Denis, peut-être tu veux reprendre un peu la main sur. Enfin, tu connais aussi bien que Victor le baromètre. Denis? Non. Par contre, oui. Prendre la main, non, mais je le connais puisque je l'ai un peu étudié. Donc, il a 3. Bon, il fait un diagnostic diversité, un diagnostic inclusion. C'est basé beaucoup sur l'expérience des collaborateurs, enfin des salariés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas. On n'est pas dans des baromètres uniquement où on regarde des données sociales et on dit voilà combien de femmes, combien d'hommes, combien enfin, voilà, on est vraiment dans quelque chose qui est relatif au ressenti. Donc, au ressenti, l'aptitude à travailler avec les autres, c'est ce que je trouve intéressant dans leur approche, hein, parce que moi, je ne suis pas, voilà, que je trouve intéressant dans leur approche. Le ressenti que l'on peut avoir, que peuvent avoir les salariés. Alors, il y a des points forts, des points faibles qui sont identifiés. Et ce qui est le plus intéressant, à mon sens, hein, par rapport à leur approche, puisque Victor est revenu, mais je vais finir quand même. Ouais, vas-y, oui. Par rapport à leur approche, c'est le fait qu'ils peuvent comparer ces données avec des données qui sont issues de données nationales, de l'état de la société. Donc, l'entreprise arrive à se situer, est-ce qu'elle est en phase, en fait, avec son environnement, avec la société dans laquelle elle interagit et dans laquelle se situent leurs clients. Il est revenu, je laisse Victor parler de son baromètre. Voilà. Merci Denis pour la transition. Victor, tu nous entends? T'inquiète Victor, j'ai dit du bien de ton baromètre. Mais on a toujours un problème avec Victor. En fait, je ne sais pas. Attendez. Excusez-moi, on va régler ça rapidement. Il faut que... Non, il y a un problème avec Victor là. Parce que bon, je vais me permettre de passer la slide suivante, elle est intéressante et Victor pourra, j'espère qu'il va nous rejoindre d'ici là. Ça c'est un extrait donc d'un baromètre qu'ils ont fait sur la notion de fraternité et on voit le lien là, vous voyez, on voit assez loin dans la projection de la capacité des salariés à répondre sur un peu leur la question qui est posée, c'est
seriez-vous prêt à échanger et à agir davantage avec des personnes différentes de vous, origine sociale, convictions religieuses, etc. Et donc, on voit les taux de réponse et c'est intéressant de voir le lien potentiellement, Denis en parlait. Victor. Voilà, je suis là. Vous m'entendez? Ouais, ok. Bah, écoute, j'étais sur la dernière slide. Bien sûr. Et je te laisse reprendre en la 3 main. minutes. Voilà, bien sûr, je suis vraiment désolé, j'ai eu un petit saut de connexion, mais normalement tout est rentré dans l'ordre. Voilà, ce que je disais, et puis j'arrête pour pas monopoliser la parole et désolé pour le problème technique. Ce que je disais, c'est qu'on a un outil qui permet de s'adresser aux collaborateurs et aux collaboratrices directement sur 2 sujets. Un, la diversité, c'est-à-dire à quel point est-ce que l'entreprise est diversifiée, avec des questions qui peuvent être personnelles, mais on a le droit de le faire, c'est ce que je disais, à condition que ce soit anonyme et que ce soit sur la base du volontariat, mais aussi sur l'inclusion, c'est-à-dire la capacité que les gens ont à gérer l'altérité, à gérer la différence. Et à la fin, on a une échelle, effectivement, sur ces 5 points. Les personnes se côtoient-elles, alors c'est la slide juste avant, les personnes se côtoient-elles de loin ou non, se connaissent-elles personnellement, se respectent-elles, ont-elles conscience de leur complémentarité, agissent-elles ensemble? Et on peut avoir des données très précises, comme tu le montrais du coup sur la slide d'après, où on va voir, par exemple, c'est une des questions, et ça c'est à l'échelle France, mais du coup on peut poser la même question à l'échelle de l'entreprise et comparer avec la France. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que par exemple, un exemple de question, hein, vous-même, seriez-vous prêt à échanger, à agir davantage avec des personnes différentes? On voit qu'en France, par exemple, l'année dernière, les gens répondaient oui, certainement, oui, probablement, etc. Alors là, vous voyez qu'il y a des infos sur est-ce que les gens sont sympathisants de gauche, de droite, parce que c'était une analyse au niveau France. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on fait l'analyse au niveau de l'entreprise, et notamment au niveau des services, des business units, etc., ben, on peut avoir des données hyper précises et surtout, on peut les comparer avec la France, savoir si on est plus ou moins bon. Et il y a des questions sur chacune des diversités et ça permet à l'entreprise de savoir sur quel sujet travailler. Parce qu'en fait, il y a plein d'entreprises qui ont envie de faire des choses sur l'inclusion, mais elles ne savent pas par où commencer. L'avantage là, c'est que ça donne un état des lieux, ça permet de montrer où est-ce qu'il faut travailler. Et si on refait l'étude 2-3 ans plus tard, après avoir déployé des politiques spécifiques, ben on peut voir l'évolution et voir si on a réussi à avancer. Parce que sur ces sujets-là, on avance parfois un petit peu au doigt mouillé. Et pour répondre à la question de Wahiba sur c'est quoi la diversité dans l'entreprise, on en a un petit peu parlé tout à l'heure en introduction. La différence entre la diversité et l'inclusion, c'est assez simple. La diversité, c'est un peu, voilà, on a tant de personnes qui sont des hommes, des femmes, de tel âge, de telle origine, éventuellement de telle orientation sexuelle, etc. etc. C'est une sorte de carte d'identité des 25 critères de diversité qui existent dans le droit, mais ça ne nous dit pas si les personnes interagissent et se respectent. Et ça fait écho avec les éléments qu'on a eu juste avant dans la conversation, c'est qu'on peut mettre des personnes différentes les unes à côté des autres, mais ça ne veut pas dire qu'elles s'aiment, ou ça peut vouloir dire qu'elles se détestent. Et c'est justement pour ça que c'est intéressant de travailler sur l'inclusion, c'est qu'on va pouvoir aussi mesurer le ressenti, la qualité du lien. Et ça, c'est ce qui devient nécessaire. Parce qu'on peut avoir autant d'hommes que de femmes, on peut avoir autant de jeunes que vieux, on peut avoir un équilibre parfait, mais ça peut très mal se passer. Alors Victor, là-dessus, vous avez des premiers retours d'expérience sur ce baromètre que vous lancez. C'est quoi les taux de réponse? Dans quelle mesure les salariés, ça va assez loin, c'est assez impliquant hein, par rapport à son rapport aux autres. Donc, c'est quoi le taux de réponse? Alors, on a des taux de réponse qui sont bons. C'est un nouvel outil, donc on est en train de commencer à le déployer dans des grands groupes. Là, on a fait des tests sur des structures plus petites. En fait, le taux de réponse va dépendre de l'engagement en fait, de l'entreprise dans sa communication et aussi à relancer le management pour faire répondre. Ça dépend à quel point l'entreprise en fait un sujet ah bah tiens, on va lancer ça, on va voir ce que ça donne, ou alors s'en empare pour vraiment faire un baromètre de cohésion et une étude de cohésion. Pour répondre à la question d'Élise dans le chat, en fait, ce qui est intéressant avec notre étude, c'est qu'on l'a fait au niveau de la France tous les ans et on propose aux entreprises de la faire au niveau de l'entreprise, ce qui permet non seulement d'avoir les résultats dans l'entreprise, mais de les comparer avec la France pour savoir si dans l'entreprise, on est déjà plus ou moins vertueux sur certains sujets et d'avoir en plus un référentiel de comparaison. Voilà. Parfait. Et dernière petite question, Victor, c'est dans cette approche-là, quid de l'intégration des élus, les représentants du personnel? C'est des démarches pilotées par les directions, mais quid de l'implication des représentants du personnel dans vos approches?
Je vais répondre, et puis je réponds du coup aussi à la question d'Élise qui dit une entreprise n'a aucune raison de ressembler à la France. C'est vrai, dans l'absolu, elle n'a aucune raison de ressembler à la France, mais sur ces questions de lien social, c'est toujours intéressant de savoir où est-ce qu'on se situe et d'avoir des éléments de comparaison. Mais comparaison n'est pas raison. Mais c'est toujours intéressant de ne pas juste avoir un chiffre brut et de dire « Ah bah oui, on a telle personne, ceci, cela ». Et puis à terme, plus on va le faire dans plus d'entreprises, on pourra aussi comparer entre entreprises. Et pour celles et ceux qui veulent plus d'infos, je vois que Élise en parle, n'hésitez pas à nous contacter, on vous redonnera nos coordonnées, bien sûr. Et pour répondre, Rodolphe, bien sûr, il faut intégrer toutes les parties prenantes. Quand on a fait le guide sur la gestion du fait religieux chez Total, par exemple, qui a été un des premiers à l'échelle mondiale, qui a été traduit en 10 langues, qui a été diffusé partout, qui est même accessible sur Internet. Si vous tapez guide gestion fait religieux chez Total, vous pourrez le trouver, puisqu'ils vont tellement loin qu'ils le diffusent et qu'ils en font la promotion aussi en externe. Eh bien, on a travaillé bien sûr avec les représentants des personnels. De toute façon, ces sujets-là, il faut absolument qu'ils soient partagés, parce qu'il n'y a pas d'opposition à avoir sur le sujet. Il faut que ce soit co-construit, et nous, on est vraiment dans cette approche. Merci Victor. Alors, on a un peu débordé. Il nous reste un quart d'heure pour un peu prendre le pouls du chat, continuer à poser des questions et rebondir entre vous. Donc, Nathalie, Sébastien, Denis, Frédéric, si vous avez des rebonds, donc n'hésitez pas. Ouais. Denis et Frédéric, ouais. Oui, moi, ce qui me dérange un peu quand on parle d'inclusif, c'est que finalement, on sous-entend exclusion. Moi, j'ai le sentiment qu'on ne parle jamais autant de ce que l'on ne fait pas ou de ce que l'on fait mal. Dans une entreprise, ce qui est important, c'est fédérer, c'est-à-dire avoir des objectifs fédérateurs qui permettent à l'ensemble des salariés de l'entreprise, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs croyances, quelles que soient, j'allais dire, leur affinité politique, de contribuer à un même objectif. Et pour cela, il faut que l'objectif qui est fixé par la direction générale de l'entreprise soit vraiment un objectif fédérateur, compris, partagé. Et là, ce que l'on vit à la RATP, si je parle de ça, c'est parce que justement, on vit une difficulté actuellement à la RATP, c'est que les objectifs qui sont fixés par l'État actionnaire et les dirigeants de l'entreprise ne sont pas des objectifs fédérateurs. Ce sont des objectifs plutôt qui vont à contresens de ce que l'on a un peu le sentiment qu'attend la société dans son ensemble. On voit, nous, on est presque les derniers à aller vers la concurrence des services publics, et on s'aperçoit aujourd'hui que cette concurrence, elle ne marche pas pour les services publics. Là, on voit qu'il y a des débats autour de l'énergie, EDF, GDF, on se pose des questions de l'avantage de l'ouverture à la concurrence de ces secteurs-là. On a Olivier Véran qui nous dit que la sécurité sociale d'un côté et les mutuelles de l'autre, il y a des pertes en matière de gestion, puisque ça coûte très cher à gérer d'un côté et de l'autre. Tout ça pour un résultat qui n'est pas forcément optimisé. Donc on voit bien qu'il y a des secteurs d'activité qui ne sont peut-être pas à mettre en concurrence. Et on pense que les transports publics, les transports en commun publics, font partie de ces secteurs où les décisions gouvernementales et les décisions de direction d'entreprise vont à contre-courant de ce qui nous semble logique et d'intérêt général. Alors ça ne veut pas dire quand on est en situation de monopole qu'il faut gérer à n'importe quel prix et n'importe comment. Mais du coup, tout ça pour dire que si on veut créer des communautés, parce qu'il y a quand même dans une entreprise, me semble-t-il, une notion de communauté, il faut bien avoir des éléments fédérateurs qui sont supérieurs aux éléments de diversité. Merci Frédéric. Nathalie moi, je voudrais rebondir sur une intervention de Victor de tout à l'heure qui disait que finalement, la diversité, ça a présenté un avantage compétitivité. Moi, de mon point de vue, il y a un autre avantage, mais que tu as évoqué aussi tout à l'heure, Victor, c'est un avantage aussi attractivité. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand même de plus en plus, notamment sur des entreprises qui ont des difficultés à recruter,
avec des métiers en tension, que la question de la diversité, c'est un vrai levier, en fait, pour être attractif vis-à-vis notamment des jeunes qui sont vraiment en recherche de valeurs portées par l'entreprise. Alors, pour le coup, nous, on est une association, donc en général, on ne vient pas chez nous pour les salaires. Et on se rend compte que là, ces derniers temps, et notamment depuis la crise Covid, on arrive à attirer des gens qui viennent du milieu de l'entreprise, qui sont prêts finalement à avoir moins de salaire, mais pour être intégrés à une entreprise qui porte réellement des valeurs, qui ne surcommunique pas. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve aussi important ce qu'a dit tout à l'heure Sébastien, c'est-à-dire surcommuniquer. C'est bien, à un moment donné, ça permet d'être attractif, mais finalement, on n'arrive pas à fidéliser parce que assez vite, on peut se rendre compte aussi que les valeurs qu'on a portées de manière un peu trop forte ne se retrouvent pas dans les pratiques RH du quotidien. Donc, c'est important de communiquer, mais de communiquer juste pour pouvoir être attractif et conserver nos collaborateurs ensuite dans la durée, dans nos effectifs. Merci Nathalie. Ouais, Denis. Hop, c'est bon. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Nathalie, je peux me permettre d'appeler Nathalie. Toutes les études qu'on voit par rapport, en 2030 à peu près, il y aura 4 générations dans l'entreprise qui vont cohabiter, et les nouvelles générations, comme le disait Victor, vont peu ou prou être majoritaires. Et quand on regarde deux éléments qui ont été abordés, le premier élément, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est plutôt le salarié qui choisit l'entreprise dans les nouvelles générations, par rapport à ses valeurs, y compris par rapport à ce qu'on appelle le social washing, l'inclusive washing, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va confronter pas la communication et les valeurs, les valeurs internes, et les réseaux sociaux d'ailleurs le permettent aujourd'hui d'avoir beaucoup d'échanges, je dirais, transverses. Donc c'est un enjeu, on n'est plus dans les enjeux uniquement d'image. Donc l'inclusion, elle est là parce que c'est un facteur, et toutes les études le démontrent aux États-Unis, c'est non seulement un facteur c'est un facteur d'achat du poste, d'accord, et la diversité et l'inclusion sont des facteurs, on va regarder. La deuxième chose qu'on va regarder, que les études montrent, c'est que les salariés qui vont rentrer dans une entreprise vont considérer qu'elle a plus de chances de pouvoir survivre ou d'être une entreprise d'avenir à partir du moment où elle intègre ces données de diversité et d'inclusion, parce que ce sont des facteurs de modernité et d'adaptation. Donc elle pense ils ont plus de propension à pouvoir y être à l'intérieur. Et sur les questions qui étaient posées sur la communication, de plus en plus, on le voit notamment aux États-Unis, il y a des études qui sont faites actuellement. À partir du moment où une marque, une entreprise, etc., se trouve prise dans le fait qu'il y a une dichotomie entre ce qu'elle affirme dans sa communication et ses pratiques, il peut y avoir des effets extrêmement rapides, et l'existence de réseaux sociaux, de milieux associatifs, etc., rendent ces risques pour les entreprises beaucoup plus forts. Donc, uniquement communiquer et ne pas faire, à un moment donné, c'est quelque chose qui peut être très problématique. Voilà. Merci Denis. Bon, pour l'instant, Sébastien, ça tient du côté de chez Decathlon, a priori. Qu'est-ce qui tient? Le discours, la communication, a priori, elle n'est pas contestée, etc. Enfin, veut dire, Decathlon reste une marque attractive en termes de recrutement. Oui, mais il y a des métiers en tension. Hein. Par exemple, ça fait des années que j'entends qu'il manque quotidiennement 200 responsables de rayon partout en France. On a un turnover qui est au global, tout métier confondu, à plus de 15%. Donc, comme disait Nathalie, il y a aussi le côté fidélisation, etc. Parce que quand on rentre pour des valeurs et qu'on se rend compte que finalement, ce qui est prescrit n'est pas la réalité, ça fait déchanter aussi plus d'un. Ouais, clair. Entendu. Moi, j'avais une petite question ouverte. C'est dans quelle mesure la distanciation qu'on a, avec les lieux de travail. D'ailleurs, en cadrage, Frédéric, tu posais la question de dire dans quelle mesure les nouveaux aménagements d'espace, les flex office, etc., n'étaient pas forcément propices. On pouvait s'interroger sur leur caractère propice au travailler ensemble. Question corollaire à ça, c'est le fait d'avoir le développement du travail distant. Dans quelle mesure ça peut être un facteur d'augmentation en fait de libération des singularités ou pas.
Question ouverte. Concernant le flex office, on commence à avoir des retours. Alors, on a développé les flex office à la RATP, j'allais dire parallèlement à la pandémie. Donc, on s'est trouvé avec beaucoup de télétravail et du coup des flex office peu occupés. Donc, ça posait pas énormément de problèmes. Là, ça commence à en poser parce que les gens reviennent. Donc, il n'y a pas autant de places qu'il n'y a de salariés. Dès qu'un salarié quitte son poste parce qu'il va en réunion, il faut qu'il débarrasse la place, qu'il range ses affaires et qu'il parte en réunion. Du coup, si un autre salarié arrive, il peut prendre la place. Ce qui fait que quand le salarié revient, sort de réunion, il n'a plus sa place. Donc, il faut qu'il se débrouille pour trouver une place là où il peut. Donc, ça pose un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on constate que finalement, les gens s'isolent. Ils sont les uns à côté des autres, avec des bureaux beaucoup moins larges que précédemment. Donc, ils sont plus proches les uns des autres, mais en même temps, ils s'isolent, donc souvent avec des écouteurs dans les oreilles, et chacun est un petit peu dans son nuage. Ce qui fait que quand quelques collègues souhaitent échanger entre eux, eh bien, ils sont obligés d'aller dans une salle de réunion, si tant est qu'il y en a une, parce que sinon, ils dérangent. Quelqu'un qui a un rôle où il passe beaucoup de communication téléphonique, je pense par exemple à un acheteur qui doit être en contact avec des fournisseurs, dès lors qu'il va être en conversation téléphonique, il va déranger les collègues qui sont à côté. Et nous, élus, représentants du personnel, quand on passe dans ces locaux, pour communiquer avec les gens, il faut vraiment aller vers eux. C'est beaucoup moins convivial que ce qui existait, les autres formes d'aménagement de bureaux. Quant au télétravail, le télétravail, forcément, ça rend les gens plus distants géographiquement, puisque chacun est chez soi. Donc, ça complique un petit peu les relations, parce que les relations en visioconférence ou téléphonique ne marchent finalement bien qu'avec les gens qu'on connaît bien. Et les gens qu'on connaît bien, on les connaît bien quand on a eu des relations ou quand on a des relations de temps à autre, j'allais dire physiques. Et donc là, il y a tout ça, on en mesurera, je pense, les effets au cours du temps. Mais nous, on y voit quand même un risque et puis un changement et puis des plaintes d'un certain nombre de collègues. Merci Frédéric. Victor, tu veux rebondir en mot de conclusion avec Denis? Oui, en un mot, sur ce sujet qui est très intéressant, je vous ai mis le lien vers une étude qui date de 2017, mais qui était intéressante parce qu'à l'époque, elle montrait que 2/3 des millennials, donc ceux qui ont entre 25 et 35 ans, se sentaient jugés par les aînés quand ils ne travaillaient pas au bureau, et que la grande majorité pensait que leurs collègues, craignent que leurs collègues pensent qu'ils ne travaillaient pas suffisamment quand ils étaient en télétravail. Alors que le même nombre de gens étaient aussi persuadés que le fait de travailler hors du bureau pouvait stimuler la productivité et la créativité. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces craintes ont quand même un peu évolué, puisque tout le monde s'est mis au télétravail forcé, en tout cas une grande partie des gens, et donc de fait se sont rendus compte qu'on pouvait quand même inventer des nouvelles méthodes de travail. Donc à la fois c'est intéressant, il y a quand même du positif, et surtout aujourd'hui on voit que la norme c'est pour beaucoup de 3 jours en présentiel, 2 jours en distanciel. Mais on voit aussi que certaines entreprises qui avaient fait des très grandes annonces en disant au début du Covid, on va passer tout le monde en télétravail, en fait c'est super, on va faire des économies de bureau, machin, les gens seront libres, ils pourront travailler à l'autre bout du monde. Et en fait, il y en a une partie qui revient parce que cette question, notamment de l'inclusion, pour reboucler et conclure peut-être sur le sujet, réside malgré tout dans les interactions humaines. Et les interactions humaines, on le voit même ici, à travers un écran, c'est très sympathique, mais la connexion saute et il n'y a plus d'interaction humaine. Alors qu'en présentiel, la connexion a moins de chances de sauter. Ouais, on a le plaisir de retrouver la connexion. Voilà. Il y a les impondérables qui sont sympathiques. Voilà. Écoute, merci Victor. Denis, un petit mot de conclusion peut-être? Oui, un tout petit mot pour revenir un petit peu sur ce qu'ont dit un certain nombre d'intervenants. C'est qu'il n'y a rien qui remplace le fait qu'on met en œuvre dans les pratiques, et les pratiques se font plus près du terrain. Le management de proximité est un élément essentiel dans ce type de problématique. Les 3/4 des contentieux, ils arrivent au plus près du terrain. Voilà, ça se passe au plus près. Donc, d'une certaine manière, la question de la civilité,
la question du travail ensemble, du commun dans le travail, autour d'un projet dans le travail respectueux de l'autre, qui est un projet collectif, hein, qui respecte les individualités, c'est un vrai sujet au-delà des grandes politiques, des chartes, des ceci, des cela. Je pense que c'est un vrai sujet, et c'est un vrai sujet de dialogue social. Voilà. Entendu. Bah, écoutez, merci à vous six pour vous cinq pour vos interventions. Merci à Covidencia et à Denis Kiwes de nous d'avoir porté cette matinée. Merci de votre participation dans la salle. Compte rendu à suivre. Je viens de vous envoyer le lien, moi, de mon côté, dans le chat pour le prochain direct de vendredi prochain qui concerne un autre sujet, c'est la négociation des mobilités domicile-travail. Et concernant le direct du jour, ben voilà, donc compte rendu à suivre dans le courant de la semaine prochaine. Et merci à vous. On n'a pas épuisé le sujet était assez large. J'espère qu'on a répondu à un maximum de vos interrogations par rapport au cadre qui avait été annoncé. Et donc, merci Victor, merci Denis, et merci à Nathalie, Frédéric et Sébastien de vos retours terrain, concrets. Diversifié. Donc, et bonne journée à tout le monde et bon week-end. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.